Bienvenue dans votre journal. À la une, ce soir, un policier est mort à Ziguinchor au Sénégal. Des heurts ont eu lieu à proximité du domicile d'Ousmane Sonko. La tension monte dans le pays à la veille d'une audience judiciaire au risque pour l'opposant sénégalais. Accusé de viol présumé par une ancienne masseuse, la situation au Sénégal et la présidentielle de février prochain. Nous en parlerons avec Babacar Diop, le maire de la ville de Thiès et candidat à la présidentielle. Reportage à Beni, dans la province du Nord Kivu, en RDC. Une journée ville morte s'y est déroulée aujourd'hui. La société civile interpelle les autorités quant à la dégradation de la situation sécuritaire. Enfin, ces œuvres ont traversé les âges. Elles ont été exposées dans de grandes capitales et à partir de demain, elles seront pour la première fois sur le marché de l'art. Tati, l'emblématique série de Samuel Fosso, sera visible à la galerie Christophe Persson à Paris. Le photographe franco-camerounais, pionnier de l'autoportrait, est notre invité ce soir. Des heurts ont donc éclaté ce lundi à Dakar, la capitale du Sénégal, et à Ziguinchor, dans le sud du pays. Cela à la veille d'un nouveau procès à haut risque pour Ousmane Sonko. L'opposant doit faire face à Adji Sarr, une ex-masseuse qui l'accuse de viol et menaces de mort présumées. Les détails avec notre correspondant Clément Bonnereau. Les partisans d'Ousmane Sonko se sont mobilisés dès dimanche à Ziguinchor, ville dont Ousmane Sonko est maire, et où il a séjourné ces derniers jours. Des groupes de jeunes se sont regroupés autour du domicile de l'opposant pour, disent-ils, le sécuriser face à une éventuelle arrestation. Certains ont aussi établi des barrages dans plusieurs rues. Et ce lundi, le ton est rapidement monté. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. Plusieurs manifestants ont été blessés et un policier a été tué, renversé par un char de la police selon le ministère de l'Intérieur. À noter aussi que des heurts ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar, notamment à Castor, où des manifestants se sont attaqués à un magasin Auchan. Selon les avocats d'Ousmane Sonko, l'opposant pourrait ne pas se rendre au tribunal demain. Il n'aurait pas reçu sa convocation et ses avocats estiment que sa sécurité n'est pas assurée. Pour rappel, Ousmane Sonko est accusé de viol et de menaces de mort par Adji Sarr, l'ancienne employée d'un salon de massage. L'affaire avait provoqué des émeutes meurtrières en mars 2021. Ousmane Sonko dénonce de son côté un complot politique. L'opposant a déjà été condamné à 6 mois de prison avec sursis dans une autre affaire, cette fois de diffamation face à Mame Niang, le ministre du Tourisme. Il s'est pourvu en cassation, mais si cette condamnation est maintenue, Ousmane Sonko sera empêché de se présenter en 2024. Le climat est donc tendu au Sénégal à la veille du procès de l'opposant Ousmane Sonko et à quelques mois de la présidentielle. Une situation dont on parle ce soir avec notre invité, Babacar Diop, le maire de la ville de Thiès, chef du Parti des Forces démocratiques du Sénégal, candidat déclaré à la présidentielle et auteur de l'ouvrage La vocation de servir. Babacar Diop, bonsoir et merci d'être avec nous. Ousmane Sonko devait se présenter au greffe du tribunal en prévision de son procès demain. Il ne l'a pas fait. Que vous inspire la position de l'opposant sénégalais ? Oui, je pense qu'il faudra reconnaître qu'au Sénégal, la justice est instrumentalisée depuis plusieurs années. Et ce qui se passe au Sénégal, c'est extrêmement grave. Justement, ce que vous dites, c'est également très grave. Vous dites que la justice est instrumentalisée au Sénégal par qui ? La justice est instrumentalisée par M. Macky Sall. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il n'y a pas de pouvoir législatif, il y a un seul pouvoir, il n'y a même pas de pouvoir exécutif, il y a le pouvoir personnel de M. Macky Sall, qui fait que la volonté de M. Macky Sall aujourd'hui vaut la loi, est la loi, fait la loi. Alors vous dites que cela est dû à Macky Sall, mais Ousmane Sonko est poursuivi en justice par des particuliers, il ne l'est pas par l'État du Sénégal. De quelle instrumentalisation parlez-vous donc ? Vous savez, la justice doit rendre des verdicts équitables. C'est à partir de ce moment simplement que les citoyens peuvent faire confiance à la justice. Lorsque les citoyens sont victimes d'une injustice visible, flagrante et persistante, lorsque la justice n'est plus en mesure de rendre des verdicts équitables, à partir de ce moment, la désobéissance est un élément de la démocratie. Parce que la désobéissance est un appel pour montrer aux autres que nous sommes victimes d'une injustice. Donc vous soutenez l'appel à la désobéissance d'Ousmane Sonko, c'est ça ? Oui, j'ai dit, je le comprends bien. Vous soutenez ou parce vous le comprenez ? Il faut comprendre que la désobéissance civile ne se passe pas dans une dictature. C'est un élément essentiel de la démocratie. Lorsque les institutions sont en crise, lorsque la démocratie est en crise, lorsque le système judiciaire est en crise et qu'il n'est plus en mesure de rendre des verdicts équitables, à partir de ce moment, la désobéissance civile devient légitime. Alors,
Le président Macky Sall a tendu la main à certains opposants dans le cadre d'un dialogue politique. Vous doutez de la sincérité de ce geste. Pour quelle raison? Énième appel. Que reste-t-il du premier appel de M. Macky Sall en 2016? Que reste-t-il du deuxième appel de M. Macky Sall en 2019, à part l'entrée de Idrissa Seck dans le gouvernement aujourd'hui? Nous ne rejetons pas le dialogue. Le dialogue est un élément constitutif de la démocratie en tant qu'homme politique responsable. Mais ce que nous voulons, ce que nous attendons de M. Macky Sall, qu'il puisse poser des actes forts qui montreraient sa bonne foi, sa sincérité. En faisant quoi? En libérant les détenus politiques, par exemple, en libérant tous ces détenus d'opinion, tous ces journalistes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal est une grande prison. En faisant quoi? En permettant aux jeunes de s'inscrire dans les listes électorales. Aujourd'hui, on empêche au Sénégal les jeunes de s'inscrire dans les listes électorales. Irez-vous discuter avec le président Macky Sall? Aujourd'hui, à l'état actuel des choses, le président n'a pas encore posé d'actes forts et qui méritent une réponse favorable de notre part. N'est-ce pas toutefois un geste positif, compte tenu du climat actuel au Sénégal, que le président tende la main et ouvre le dialogue? Oui, je dis la paix sociale est extrêmement importante. C'est la finalité de la démocratie, c'est la finalité de la politique. La paix est importante pour nos pays, surtout pour un pays comme le Sénégal. Aujourd'hui, la vie de notre peuple nous est très chère. La vie de tous ces jeunes-là nous est très chère. Et ce qui fait que nous appelons à la responsabilité. Mais je pense qu'il appartient à M. Macky Sall, aujourd'hui, de poser des actes forts. D'abord, en renonçant publiquement à la candidature au troisième mandat. Parce que, comme vous l'avez constaté un peu partout en Afrique, le troisième mandat est un incendie pour notre démocratie. Le troisième mandat a été un incendie en Guinée avec des centaines de morts. Le troisième mandat a constitué un incendie en Côte d'Ivoire avec des centaines, voire des milliers de morts. Le troisième mandat a été un incendie pour notre démocratie en 2010, en 2011, en 2012 avec Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, j'ose espérer que Macky Sall ne sera pas un incendiaire comme Néron qui a brûlé Rome pour ses intérêts personnels. Rappelons que le président Macky Sall n'a toujours pas, entre guillemets, indiqué ce qu'il allait faire quant à cette éventuelle troisième candidature. Mais jugez-vous normal qu'aujourd'hui, à 10 mois... La présidentielle, justement, vous avez rejoint la liste des nombreux candidats à la magistrature suprême. Cette inflation de candidats dans l'opposition ne risque-t-elle pas d'hypothéquer les chances de l'opposition de l'emporter en février prochain? Le pluralisme est une chance extraordinaire pour notre démocratie. Tous ces Sénégalais-là, tous ces leaders-là, qui ont quelque chose à proposer, ils doivent avoir la possibilité de le proposer. Vous savez, la démocratie est une confrontation, pas une confrontation personnelle. Ami-ennemi, où l'autre est un ennemi, l'autre est un adversaire. Une confrontation autour des projets, que des leaders, que des Sénégalais puissent présenter leurs projets et que le peuple sénégalais puisse avoir la possibilité de choisir. Vous dites qu'il ne s'agit pas d'ambition personnelle. Si jamais vous deviez être amené à retirer votre candidature pour favoriser la victoire en février prochain, est-ce que vous le ferez? Je pense que j'ai un seul interlocuteur, c'est le peuple sénégalais, mobiliser davantage, mobiliser toujours pour construire une majorité politique et sociale capable de gouverner le Sénégal, non seulement de gouverner, mais de transformer les institutions politiques, économiques, sociales à travers un mot souveraineté, souveraineté politique, souveraineté militaire, souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté fiscale, parce qu'aujourd'hui, la décolonisation reste un programme largement inachevé. Babacar Diop, vous êtes candidat donc, mais vous avez pris vos distances avec la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Pour quelle raison? Oui, vous savez, l'autre disait un carteron de généraux en retraite, mais un carteron de leaders assoiffés de pouvoir, qui ont foulé aux pieds les principes de Yewwi. Yewwi est un projet. Yewwi exprime la volonté de changer. Qui est ce carteron qu'elle fait référence? Oui, ils s'identifieront à travers mon discours. S'agit-il d'Ousmane Sonko? Je n'amène jamais de débat personnel. Yewwi, c'est des principes. Lorsque Yewwi s'est éloigné de ces principes, à partir de ce moment, Yewwi s'autodétruit. Dans ces conditions, comment est-ce que vous comptez accéder à la magistrature suprême si vous y allez seul sans Yewwi Askan Wi? Oui, jamais seul. Je suis en train de construire une coalition autour... Avec qui? Avec beaucoup de partis politiques. Et lesquels, par exemple? Oui, le moment venu, nous les présenterons au peuple sénégalais. D'abord, nous sommes en train d'écrire notre projet politique qui sera présenté au mois de juin. Nous sommes en train de construire une coalition avec beaucoup de leaders avec lesquels aujourd'hui nous échangeons. Mais au-delà de cela, nous sommes en train de construire une force politique. Aujourd'hui, je suis à la tête de la deuxième ville du Sénégal, de la
l'une des régions les plus importantes au Sénégal, c'est la région de Thiès. Et je pense avec le travail que nous faisons, avec la mobilisation des jeunes, la mobilisation des femmes, avec notre discours, la fraîcheur de notre discours, la force de notre discours, qui est un front démocratique, un front pour la paix, un front pour la justice, un front pour une seconde libération de nos peuples, mais dans la paix, dans la stabilité, notre appel sera entendu et que cette voie-là sera une voie pour la démocratie, pour le progrès, une véritable voie d'une nouvelle gauche au Sénégal, mais aussi en Afrique, qui doit faire tache d'huile pour la jeunesse africaine pour montrer que la voie du progrès est possible. Babacar Diop, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur la situation politique au Sénégal. Je rappelle le titre de votre livre, La vocation de servir, aux éditions Herman et Kala. Merci à vous. Merci. Un mois de guerre au Soudan, malgré l'accord signé en Arabie Saoudite pour garantir l'ouverture de couloirs humanitaires et l'acheminement de l'aide d'urgence. Les frappes aériennes et les explosions ont de nouveau secoué Khartoum. La bataille des généraux rivaux a fait près d'1 millier de morts et environ 1 million de déplacés et de réfugiés. Cette information relayée ce soir par plusieurs médias en Tunisie, Rached Ranouchi, le chef du mouvement islamo-conservateur Ennahda, a été condamné ce lundi à 1 an de prison pour apologie du terrorisme. Cet opposant au président Kais Saied avait été arrêté le 17 avril dernier après des déclarations dans lesquelles il affirmait que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile. Le général Lawrence Mbata est en Russie. Le commandant des forces terrestres de l'armée sud-africaine effectue cette visite dans le cadre d'une rencontre bilatérale entre les deux institutions militaires, selon un communiqué de la Force de défense nationale sud-africaine. Elle intervient quelques jours après les accusations américaines sur de possibles livraisons d'armes sud-africaines en direction de la Russie. Le gouvernement comorien persiste et signe. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, les autorités ont réaffirmé qu'elles n'accueilleront que les Comoriens en situation irrégulière à Mayotte et qui sont volontaires pour entrer au pays. Journée ville morte à Béni dans l'est de la RDC aujourd'hui. Des activités économiques ont été paralysées. Il s'agit d'une initiative de la société civile destinée à interpeller les autorités congolaises quant à la situation sécuritaire sur place. Reportage à Mania Limassi et Lou Bureau. Dans les rues de Béni, la police et l'armée patrouillent. Depuis ce matin, la situation est tendue. Certaines artères portent les séquelles d'affrontements. Les commerçants avaient annoncé une journée ville morte. Ils ont fermé leurs boutiques pour protester contre l'état de siège dans la région. Ce régime sécuritaire spécial perdure depuis 2 ans maintenant, officiellement pour amener la sécurité et l'ordre face aux bandes armées. Seulement pour de nombreux habitants, les résultats escomptés ne sont pas là. L'insécurité bat des records et pour nous, les commerçants, c'est beaucoup de défis. On ne peut pas travailler dans ces conditions et on ne peut pas non plus fermer la boutique tous les jours comme ça. Sinon, comment allons-nous payer les impôts ? C'est la société civile de Béni qui est à l'origine de cette opération. Pendant 5 jours, les activités dans la ville seront réduites au minimum. Certains militants veulent aller plus loin et organiser des manifestations. Mais ce n'est pas sans risque. Les manifestants sont régulièrement pris pour cible par les autorités militaires. On va organiser des séries de manifestations parce que l'état de siège n'a rien fait et ils sont devenus des opérateurs économiques au lieu de se concentrer sur la sécurité. Et nous pensons que les civils devraient être ramenés dans leur poste, se concentrer sur l'administration et on laisse les policiers et les militaires se concentrer sur les opérations militaires. Des opérations militaires qui n'auront pas réussi à faire taire les groupes armés. Les rebelles des ADF, affiliés au groupe État islamique, continuent de faire régner la terreur dans la région. Nous sommes en train de faire le travail et nous continuons de faire le travail. La population doit continuer à nous faire confiance et à nous soutenir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Depuis 2 ans, la prolongation de l'état de siège est votée à l'Assemblée nationale de la RDC tous les 15 jours. Le gouvernement congolais n'a pas donné d'informations sur une éventuelle fin, laissant les habitants des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans l'inconnu. Malgré les violences qui endeuillent l'Est de la RDC, un événement réunissait ces derniers jours des humoristes congolais, rwandais et burundais. L'autre, c'est moi. C'était le thème de la 3e édition du Goma Rire Festival. Une parenthèse culturelle qui a donné le sourire aux spectateurs. Reportage à Mania Limassi et Anaïs Furtad. Durant quelques heures, Eliada veut fuir la dure réalité qui sévit à 2 pas de chez elle. Comme plus de 1000 jeunes de la région des Grands Lacs, l'étudiante de 21 ans a décidé de passer la soirée
au Goma Rire Festival. Je suis dans une région caractérisée par l'insécurité, la tristesse, guerre par ici, guerre par là, violence par ici, violence par là. Voilà pourquoi j'ai décidé d'y aller et voir comment est-ce que je peux m'offrir ces petits moments de joie. Une échappatoire offerte aux amateurs de comédie pour la 4e année consécutive à Goma, alors que les affrontements font rage dans le Nord Kivu. Rire pour anesthésier la peur et la douleur, mais aussi rassembler. Cette année, des artistes congolais, mais aussi burundais et rwandais ont été conviés, à l'instar de Michael Sangazi. L'humoriste entend montrer son soutien dans une période tourmentée. Le fait que je vienne ici est un message en soi pour dire que voilà, je suis de tout cœur avec eux par rapport à ce qu'ils traversent. Selon l'organisateur du festival, les artistes ont un rôle à jouer dans la préservation de la paix. C'est les gens qui rassemblent les gens. Le Rwandais c'est mon frère, le Burundais c'est mon frère. C'est comme ça que nous devons être frères dans la région des Grands Lacs. Une région où s'affrontent actuellement l'armée congolaise et le M23. Kinshasa et un groupe d'experts de l'ONU accusent Kigali de soutenir cette rébellion, ce que le Rwanda dément. Pendant ce temps, des milliers de déplacés ont été jetés sur les routes, aggravant une situation humanitaire déjà critique, après 3 décennies de violence des groupes armés. Le rire donc, pour surmonter certaines difficultés, le théâtre peut également aider à transcender les clivages tout en faisant la promotion de la réconciliation entre Hutu et Tutsi. À Bujumbura, au Burundi, de jeunes comédiens mettent en œuvre à travers une pièce certaines parties de leur vie. Image commentée par Philippine de Clermont-Tonnerre. Dans ce jardin de Bujumbura, des acteurs en rouge et noir, venus transmettre à leur manière une histoire douloureuse, celle de leur pays, le Burundi. On a hérité d'un héritage de haine. On me dit de haïr telle ou telle autre personne. Et moi, je me dis que si on décide d'arrêter cet héritage-là maintenant sur cette génération, je pense qu'on peut espérer un Burundi meilleur. L'espoir d'un Burundi meilleur, incarné dans cette pièce par une histoire d'amour entre 2 membres d'ethnies différentes. Auteurs, acteurs, tous sont des descendants des victimes de la série de massacres ayant endeuillé le pays depuis l'indépendance. Autour de ces violences, chaque communauté a construit son propre récit. Une mémoire souvent tronquée qu'ils cherchent aujourd'hui à restaurer. Je souhaite que cette pièce touche les cœurs meurtris et qu'on aille la jouer dans d'autres régions du pays, parce qu'il y a beaucoup de victimes traumatisées. À mon retour à la maison, je vais dire à ma mère qu'il faut dépasser tout ce qu'elle m'a raconté sur la question des ethnies. Nous sommes un seul peuple. Régis est originaire du nord-ouest du Burundi. En 1972, le comédien a perdu plusieurs membres de sa famille. Dans cette pièce, il livre son propre témoignage. J'ai donné l'exemple de chez moi où la vérité s'est révélée autre concernant ceux qui ont pillé nos biens. Je suis très content parce que c'était l'occasion d'inviter ma génération à connaître la vraie version du passé et je vois que ça libère les esprits. Des mots, des chants et de la danse, une colère et une gravité, ponctués de moments d'humour. La magie du théâtre opère. J'étais très ému le long de cette pièce. Autour de cette histoire d'amour, on vit ce que réellement qu'on peut transcender. Ce soir-là, le public est à la fois conquis et reconnaissant. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir un des plus grands représentants de la photographie africaine. Pionnier dans sa catégorie, il était là bien avant l'ère du selfie. Né au Cameroun, c'est en République centrafricaine qu'il réalise ses premières œuvres. Depuis, ses autoportraits iconoclastes ont fait le tour du monde. Sa célèbre série intitulée Tati, a réalisé en 1997, arrive sur le marché de l'art et elle sera visible à partir de demain à Paris. On en parle ce soir avec Samuel Fosso. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. C'est la première fois que vos photos sont sur le marché de l'art. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Au fait, le problème n'est pas sûr d'attendre. Le problème aussi, j'avais envie d'abord que les choses avancent à ce niveau, parce qu'être artiste, il faut toujours patienter. J'attendais patiemment que ça avance, que le monde connaisse ce que je fais depuis 50 ans, avant que ça soit au marché
d'art. Demain, ce sera donc à la galerie Persson que vos œuvres seront exposées, notamment l'emblématique série Tati. Racontez-nous l'histoire de cette série. En fait, Tati, je l'ai fait ces œuvres en 1998. C'était tout simplement les commandes concernant l'anniversaire des magasins Tati, grand magasin, et qui nous a fait venir de construire ce qu'on faisait en Afrique. Et dans les ronds-points, Barbès, là, les magasins Tati se trouvent beaucoup. Donc, on nous a appelé 3 personnes, les grands photographes, Seydou Keïta et Maliki Sidibé, et moi-même. Bon, quand on nous a dit de faire tout ce qu'on faisait au studio, et Seydou avait fait, et Maliki avait fait aussi comme le studio. Et j'ai demandé le directeur de la photographie, d'abord c'est une directrice, c'est une femme. Et moi, on m'a découvert autoportrait et j'ai mes propres inspirations de créer ce que j'ai envie de faire, que je n'avais pas le moyen, mais si Tati a le moyen, je le ferai. Il m'a répondu que voilà, Tati a suffisamment de moyens. Et vous êtes donc lancé dans cette aventure? Voilà, je lui ai dit, bon voilà, j'aimerais bien faire ce que j'ai inspiré. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit d'abord chef d'Afrique. Et la femme américaine libérée dans l'année 70, en plus pirate, et là, une femme bourgeoise. Justement, alors on va revenir sur justement cette série Tati, mais avant, certains de vos personnages qu'on peut voir à l'écran ont un aspect artistique, mais au-delà de cet aspect, est-ce que cette œuvre a une valeur, dimension politique? Au fait, sa base est sur normalement la partie moitié politique, moitié esclavage artistique, parce que c'est là que je rencontrais l'histoire concernant au moment de la découverte occidentaux en Afrique, au moment qu'ils venaient aussi des bateaux, parce qu'à ce temps, il n'y avait pas d'avion, et puis en Amérique, ils découvrirent l'Amérique du Sud. Donc, ils avaient aussi des contradictoires, les contraintes contre les pirates qui les attaquaient aussi en route, en précisant Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Bon, on m'avait eu raconté l'histoire en Espagne parce qu'il est d'origine espagnole. C'est ça qui vous a inspiré? Oui, j'ai inspiré comment les pirates l'attaquaient en route pour voler des biens. Et j'avais l'opportunité d'être aussi à la place, comment on l'appelle ça, à Panama. On m'a bien montré. Et là même, les pirates attaquaient. Alors Samuel Fosso, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble une de ces photos qui figure dans la série Tati. Il s'agit du chef, celui qui vend l'Afrique aux colons. Que raconte-t-elle, cette photo? Cette photo, chef africain qui a vendu. Parce que souvent, on dit l'esclavage, c'était, bien sûr, c'est les Occidentaux qui ont introduit pour acheter. Mais à un moment donné, les chefs qui commandaient aux Afriques à ce temps-là, comme on peut dire les rois, les chefs en Afrique, avaient profité de cette occasion par un cadeau d'Occidentaux et pour chercher à ramasser, parce que les Blancs aussi, je pense bien qu'ils n'étaient pas vraiment très vigilants pour rentrer à l'intérieur. Ils avaient aussi des peurs pour aller. Donc, c'est grâce à ces sur les chefs locaux. Oui, chefs locaux qui les feraient procurer des hommes à revendre à ceux blancs même, avec un petit cadeau. Donc, j'ai dit, l'implication est aussi de notre part, de notre chefs locaux qui profitaient à cette occasion à vendre leur propre peuple. Autre photo iconique dans cette série Tati, la femme américaine libérée des années 70. Quel sens, quel message souhaitez-vous mettre à travers cette photo? Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis pour l'exposition, ça fait un peu longtemps, comme j'avais l'inspiration concernant, vous pouvez savoir, la guerre qui a touché en Afrique, entre le Nigeria, la guerre Biafra qui a passé au Nigeria. Et je disais que c'était la guerre qui ne concerne que
entre les Blancs, et quand les deux éléphants se battent, et les zèbres souffrent. Et moi, j'étais l'enfant aussi de cette souffrance-là. Et cette guerre, c'était pour qui? C'est la guerre entre France et l'Angleterre. Alors, je constate l'esclavage aux États-Unis, et ceci et là, je pensais, comme je deviens artiste, je ne sais pas comment je peux contribuer aussi à contribuer à leur souffrance. Je dis, bon, il faut que je fasse une femme américaine livrée dans l'année 70. Samuel Fosso, merci d'être venu nous parler de votre série Tati, qui sera visible dès demain à la galerie Christophe Persson à Paris, et ce, jusqu'au 10 juin. Merci à vous. Merci. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.